Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition. Voici les titres en une ce soir. La CGCI Academy édition 2019 a ouvert ses portes ce lundi à Abidjan sous la présidence de Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République. L'événement se tient sur 2 jours et est marqué par la présence du président rwandais Paul Kagame en qualité d'invité spécial. Le thème, l'environnement des affaires, quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique. Le PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, a permis à de nombreux jeunes autrefois sans emploi d'intégrer des entreprises. Ces jeunes aujourd'hui épanouis dans leur activité ont été visités par Wally Wane, le représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, le partenaire de ce projet. Et également dans ce journal, cette importante saisie de 4,5 tonnes de drogue et de 40 tonnes de médicaments de qualité inférieure par la police des stupéfiants et des drogues. La prise est évaluée à près d'1,6 milliard de francs CFA. Les détails de cette prise dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le grand forum économique annuel du secteur privé CGCI Academy s'est ouvert ce lundi 14 octobre à Abidjan sous la présidence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Et cette année, la conférence porte sur l'environnement des affaires. Quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique? À cette grande université du patronat ivoirien, les chefs d'entreprise ivoiriennes abordent des thématiques en lien avec l'écosystème des affaires et prévu se tenir sur 2 jours. Ces assises 2019 de la CGCI Academy ont pour invité spécial le président rwandais Paul Kagame. Le compte-rendu de cette première journée par Jérôme Kofi Abola. Paul Kagame au Sofitel, hôtel Ivoire d'Abidjan, ce lundi 14 octobre 2019. En se rendant sur les bords de la lagune ébriée, le président rwandais vient honorer la CGCI Academy pour l'avoir invité à son forum annuel 2019. Une édition qui marque 8 années d'activité du patronat ivoirien. La CGCI Academy est aujourd'hui à sa 8e édition. 8 années passées à réfléchir au développement du secteur privé et à rechercher des solutions aux sujets les plus préoccupants qui le concernent. Des actions concrètes ont germé de ces réflexions, parfois enrichies par des études complémentaires. Ainsi, les réflexions sur l'industrialisation, qui étaient à l'ordre du jour de nos échanges l'année dernière, ont débouché sur la réalisation d'un livre blanc. Ce livre blanc sera remis dans quelques jours à Monsieur le Premier ministre, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République. Cette cérémonie est l'occasion que saisit le gouvernement ivoirien à travers son ministre du Commerce et de l'Industrie pour manifester sa volonté de continuer à travailler face aux défis à relever sur la problématique du développement du secteur privé. Je voudrais exhorter la CGCI et tout le secteur privé à persévérer dans leur engagement aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire pour une contribution positive à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes. Pour sa part, le gouvernement ivoirien poursuivra ses efforts d'amélioration de l'environnement des affaires en mettant un accent particulier sur le digital, sur le numérique et la dématérialisation des procédures à l'effet de rendre les entreprises plus compétitives et les administrations publiques plus efficaces. En ce qui concerne l'inclusion et la durabilité de la croissance, notre gouvernement a adopté un programme social appelé PSGouv, d'un montant d'environ 1,3 milliard de dollars couvrant les périodes 2019 et 2020, actuellement en cours de mise en œuvre. Il porte notamment sur l'amélioration de l'accès des plus pauvres et des personnes vulnérables à la couverture maladie universelle, à l'éducation, à l'électricité, à l'eau potable et à des logements sociaux et à l'emploi. Invité spécial de cette 8e édition du Forum annuel du patronat ivoirien, le président du Rwanda, Paul Kagame. Le chef de l'État rwandais choisi en raison de son leadership pour la promotion du secteur privé. Il s'est dit heureux de revenir une nouvelle fois en Côte d'Ivoire, indiquant que le secteur privé ivoirien est une source d'inspiration favorable à la création d'un secteur privé plus robuste pour le continent. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, aux côtés de l'illustre hôte, en tant que représentant du président Alassane Ouattara, ce qui lui a permis de prendre part au panel de haut niveau, un autre temps fort de l'ouverture du forum.
Daniel Kablan-Duncan a fait un développement sur la fiscalité. La vision de la fiscalité en Côte d'Ivoire, c'est un travail conjoint. Le dialogue est quelque chose d'essentiel. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on dit que le dialogue est l'âme des forts. Ce document donc existe et c'est un document consensuel. Il a commencé à être appliqué dans certaines de ses dispositions et il y a eu un somme de problèmes. Et je crois que le Premier ministre Gouan Coulibaly a mis en place un nouveau comité pour faire un peu le point de ce qui a été appliqué, de ce qui reste, de manière à aller de l'avant. Quelles sont les grandes idées, si vous voulez, donc, qui ont été partagées avec le secteur privé? L'assiette du secteur privé actuellement en Côte d'Ivoire est trop étroite. Il faut élargir. Il y a très peu donc, de contribuables au niveau du secteur privé. Je crois qu'on va avoir à peu près 41 000 entreprises qui sont concernées, alors que vous regardez par exemple au Cameroun, je crois qu'il y a moins de 200 000. Parce que le secteur informel est important en Côte d'Ivoire. Il faut aider à passer du secteur dit informel au secteur formel et que la charge soit mieux repartie à l'ensemble du secteur privé. Environnement des affaires. Quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en Afrique? Tel est le thème de ce forum. La rencontre d'Abidjan dure 48 heures. Et après cette première journée de la CGCI Academy édition 2019, on peut déjà dire que la problématique de la fiscalité sera au cœur des échanges. L'événement y consacre d'ailleurs 2 panels, dont un tenu ce lundi. Il s'agissait de savoir comment associer le secteur privé à une amélioration continue du système fiscal. Et à ce panel ont pris part d'anciens directeurs généraux de l'administration fiscale, des chefs d'entreprise ainsi que le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Les experts ont à cette occasion fait des propositions en faveur d'une fiscalité moins pesante sur les entreprises. Au nombre de ces recettes, la transformation digitale a été prônée par le représentant du gouvernement ivoirien. Pour lui, les efforts de l'État pour la digitalisation des opérations de l'administration fiscale vont permettre à terme de déboucher sur une baisse des impôts, mais surtout d'obtenir une traçabilité du contribuable. Parlons à présent du projet Emploi Jeunes et de développement des compétences, le PJDEC. Ce programme du gouvernement a permis à un grand nombre de jeunes Ivoiriens de sortir de la précarité, insérés dans des entreprises telles que des banques ou des établissements hôteliers. Ils témoignent aujourd'hui de l'aide qu'ils ont reçue dans la recherche d'un emploi par l'État de Côte d'Ivoire. Ces jeunes ont rencontré Wali Wane, le représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Plateau, à la salle de conférence d'un établissement bancaire de la place, des visiteurs peu ordinaires. Le ministre Mamadou Touré et Wali Wane de la Banque mondiale. Ils y sont pour se rendre compte de l'effectivité de l'insertion de 3 jeunes bénéficiaires du projet Emploi Jeunes et développement des compétences PJDEC par ladite banque. Aujourd'hui, ceux-ci peuvent se réaliser. J'ai postulé aux offres et aujourd'hui je suis au sein de YOP. Je suis passé de statut sans emploi à un statut de stagiaire avec un salaire. Ça a apporté une évolution sociale. Autres bénéficiaires, 6 jeunes gens insérés, eux, par un établissement hôtelier à Cocody, une autre commune. J'ai pris contact avec la GFOP et ils m'ont donné les dossiers à fournir. Je suis allé sur le terrain, fait la formation pendant 1 an. La structure AGFOP, c'est une réalité. Je suis autonome. Les jeunes que vous avez vus, aussi bien aujourd'hui dans cet établissement que ceux qu'on a vus à la Société Générale, sont la preuve que le programme est en train de fonctionner. Donc nous sommes vraiment très contents de ce qui se passe en ce moment et nous allons continuer à collaborer avec le gouvernement pour renforcer tout ça. En partant donc de l'expérience de ces jeunes, dit aux autres jeunes qu'ils doivent faire confiance aux différents dispositifs mis en œuvre. Bien évidemment, nous continuons à travailler, donc à améliorer les dispositifs existants. L'espoir est permis, il faut juste que ces jeunes se mobilisent autour des informations sur les possibilités d'insertion qui leur sont offertes. La Côte d'Ivoire a bénéficié de 25 milliards de francs CFA de ressources additionnelles octroyées par la Banque mondiale à la clôture prévisionnelle de la première phase du PJDEC au 30 juin 2015. Elle voudrait, après l'atteinte des objectifs qualificatifs et quantitatifs, bénéficier d'un autre financement pour une 3e phase. Celle-ci permettra d'améliorer l'accès de plus de 30 000 jeunes à un emploi d'ici à 2030. Une politique qui entre dans le cadre du programme social du gouvernement. Le système d'aviation civile ivoirien examiné depuis ce lundi
par les experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il s'agit en pratique d'inspecter sur le respect du protocole de l'OACI qui comporte 940 points. Cette évaluation demandée par l'Autorité nationale d'aviation civile, l'ANAC, devrait permettre d'améliorer, si cela s'impose, les procédures et positionner l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan au rang des plus modernes et performants sur le continent africain. On en sait davantage dans ce reportage de Francis Boifou. L'aviation civile ivoirienne de plus en plus présente dans les instances internationales grâce aux efforts du gouvernement représenté par l'Autorité nationale d'aviation civile, ANAC. Depuis le 1er octobre, la Côte d'Ivoire est entrée dans le conseil de l'OACI. Il faut savoir aussi qu'il y a 2 mois, la Côte d'Ivoire a été admise au panel sûreté de l'OACI. Ça veut dire le comité qui pense toutes les règles de sûreté dans le monde. Depuis 2014, l'ANAC s'est employée à répondre aux exigences de sécurité aérienne, faisant passer le taux de conformité de 42,59% à 64%. Cette année, le directeur général de l'ANAC vise un taux de conformité aux normes OACI d'au moins 80%. L'Organisation de l'aviation civile internationale a fait venir des experts pour évaluer la capacité de la Côte d'Ivoire à superviser la sécurité de l'aviation civile. Cela signifie qu'ils passeront en revue tous les domaines de l'aviation civile en parcourant 940 points de protocole qui sont des questions qui sont posées à l'État pour savoir si des mesures sont effectivement prises pour que l'aviation civile puisse fonctionner en toute sécurité. Les experts de l'OACI disposent de 2 semaines pour évaluer le système de l'aviation civile ivoirienne. Je voudrais donner l'assurance à l'OACI que la Côte d'Ivoire poursuivra ses actions de développement du transport aérien et que tout sera fait pour mettre en œuvre l'ensemble des diligences que nous serons recommandées à l'issue de cet audit. Cet audit concerne également le trafic aérien à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Environ 2 200 000 passagers enregistrés en 2018 contre 647 000 en 2011. Après un examen d'évaluation, place maintenant un rapport d'évaluation. Et c'est à Dakar, au Sénégal, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA, a présenté la semaine dernière son rapport d'activité sur l'année 2018. Il en ressort que les 17 États membres du GIABA ont marqué des progrès dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Jean-Jacques Kwame revient sur la présentation de ce rapport d'évaluation. Ce rapport, présenté par le directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, invite les 17 États membres, dont 15 sont de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à poursuivre les évaluations mutuelles des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est à travers les évaluations mutuelles que nous arrivons à apprécier ce que les États font pour juguler le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lorsque des faiblesses sont identifiées, les recommandations pertinentes sont faites à l'endroit de ces États pour leur permettre de prendre des mesures pour corriger ces faiblesses. Conscient du manque de personnel technique, de l'insuffisance des ressources financières, le GIABA, grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, précise le rapport, a réussi à mettre en œuvre 70% des activités planifiées. Mais quels sont les secteurs touchés par le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux? Pour le financement du terrorisme, c'est l'utilisation abusive des OBNL, c'est-à-dire des organisations à but non lucratif, qui semble être le secteur le plus exposé. Concernant le blanchiment de capitaux, le secteur de l'immobilier, dans certains pays, vous avez le change manuel, dans d'autres pays, vous avez les industries extractives et minières. Pour 2019, les défis pour le GIABA sont énormes. La priorité, améliorer le taux de condamnation des auteurs du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce taux, en 2018, était très faible dans les 17 États membres.
Abordons à présent cet autre sujet d'actualité en Côte d'Ivoire. De fortes pluies ont été enregistrées sur la majorité des villes du pays le week-end dernier. Avec elles ont été observées une recrudescence des crues qui ont causé des inondations, notamment à Grand-Bassam, où les habitants du quartier France et les détenus de la prison civile ont les pieds dans l'eau. Le constat de Salimata Dia. Les pieds dans l'eau au carrefour du centre culturel du quartier France de Grand-Bassam. Le regard à gare, Nathaël est en proie à la crue et aux inondations de la ville. L'eau rentre dans la maison, ça envahit la maison, ça y a mieux tous nos matelas. On ne sait pas comment faire, les sacs de riz sont mieux. On est obligé de marcher dans l'eau là pour sortir. La nuit, mais quand ça rentre dans la maison, on ferme la chambre. Et puis, on va s'asseoir au centre culturel là. Jusqu'à attendre environ minuit. Minuit, ça descend et puis on revient. Quand du matin, 6 heures comme ça remonte encore. L'eau qui est là, ça peut provoquer les pieds d'athlètes souvent. On ne sait pas ce qui se trouve dans l'eau aussi. Il peut y avoir des serpents. Donc, s'il peut nous offrir quelques bottes pour qu'on puisse se déplacer avec, ça puisse nous arranger. À la prison civile de Grand-Bassam, le camp des gardes pénitentiaires n'a pas non plus échappé à la montée des eaux. Nous sommes à la rentrée de la prison civile. Mais jusqu'après la prison civile encore, tout est inondé. Voilà, les enfants, comme les mamans, comme les papas, comme les gardes, ne peuvent pas s'en sortir. Les toitures coulent. Les prisonniers ici n'arrivent pas à dormir. Personne ne peut bouger, mais quand même, le travail se fait. Pour le maire de la ville, Grand-Bassam est une zone inondable en raison de sa situation géographique. Cette situation est due à la crue de la Comoé, qui tire, comme vous le savez, sa source au nord de la Côte d'Ivoire et bien au-delà, dans un pays frontalier, avec l'abondante pluviométrie que nous avons connue. Malheureusement, l'exutoire se trouve dans la lagune à Grand-Bassam. Et lorsque la Comoé sort de son lit, eh bien, la lagune, qui est supposée être le réceptacle, est débordée également. Et l'eau trouve son chemin dans les habitations, dans les quartiers périphériques, dans les quartiers riverains. Pour prévenir la situation qui prévaut dans les quartiers Odo, Phare, Petit Paris, France ou encore Mousseau, il y a lieu d'ouvrir l'embouchure, selon Jean-Louis Moulot. L'ensemble des canaux et caniveaux de la ville de Grand-Bassam ont été curés. Cependant, même si les caniveaux et les canaux avaient été curés à nouveau en amont de la saison des pluies, ça n'aurait pas constitué une réponse à ce problème. Puis la solution se trouve dans l'ouverture définitive de l'embouchure. C'est un projet que nous suivons bien évidemment auprès des autorités gouvernementales concernées. Il nous a été indiqué que l'appel d'offres a été fructueux. Une entreprise s'est vue attribuer le marché et nous espérons un début des travaux au premier trimestre de l'année 2020. Les familles sinistrées avaient récemment reçu des dons d'une valeur de 16 millions de francs CFA du ministère de la Solidarité en vue de soutenir les efforts des autorités locales. Et à quelques kilomètres de Grand-Bassam, les populations d'Alépé se désolent face à la montée des eaux dans leur habitation. C'est une première dans cette localité. Population et autorités locales ne savent plus où donner de la tête. Les inondations ont fait d'énormes dégâts. Une réunion de crise a été convoquée par le préfet de la région pour trouver des solutions pour éviter d'éventuels drames. Et surtout, le plus urgent, trouver un toit pour la centaine de familles sinistrées. Eugène Atoubé. L'image est quasi surréaliste. Presque toute la ville d'Alépé, localité située à 55 km d'Abidjan, est sous les eaux. Conséquence de la forte pluie de ce dimanche. Aucun quartier n'a été épargné. Un bilan lourd, quoiqu'aucune perte en vie humaine enregistrée. Les dégâts varient en importance selon la topographie et le relief des zones d'habitation. Les populations sont dans le désarroi face à une situation qui jamais n'a été vécue à Alépé. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Les enfants, les congélateurs, tout dans l'eau, il fait comment? Nous sommes envahis par l'eau et tout le temps employé dans l'eau. Les fauteuils, tout le temps, en somme tout. Franchement, il nous faut une assistance particulière dans ce cas-là. Avec la forte pluie de ce dimanche, la rivière Kossan, affluent du fleuve Comoé, est sortie de son lit. Conséquence, Alépé, une ville aujourd'hui prisonnière des eaux. De la ville, il est impossible d'accéder à Abroki, village de la commune, que l'on soit à pied, en bicyclette ou en voiture. Pour l'heure, une pirogue assure la liaison entre Abroki et Alépé, le temps que le niveau de l'eau baisse et finisse par s'assécher. Une situation alarmante qui a amené le préfet d'Alépé, le maire de cette localité, à prendre les mesures à leur corps défendant face à l'entêtement de certaines populations qui refusaient de quitter
leurs habitations sinistrées. Tous ces enfants-là, il y a dormi où avec eux? Chez qui? Nous avons demandé donc aux populations de sortir, c'est ce qui a été fait. Quelques-unes s'entêtent à rester. Nous avons instruit les forces de défense et de sécurité de les faire sortir par tout moyen. Je me tourne vers le gouvernement pour nous venir en aide afin d'apporter un soutien à ces populations sinistrées. Le foyer des jeunes de la ville et la salle de mariage de la mairie ont été retenus pour accueillir les sinistrés. Environ 100 familles. Chiffre provisoire selon le préfet d'Alépé. Une opération de recensement est en cours à la mairie pour identifier toutes les victimes afin de leur apporter aide et assistance. Et nous espérons que la situation de ces populations dans ces localités s'améliore. À Abidjan, Vincent Toby, le préfet d'Abidjan, s'est rendu au parc national du Banco pour s'enquérir des difficultés de ce patrimoine forestier situé en plein cœur du district d'Abidjan. Le compte-rendu de sa visite par Isaïo. Le préfet d'Abidjan au parc national du Banco, en compagnie des représentants des maires des communes environnantes, des responsables techniques de l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, et de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, Vincent Toby a visité le Val d'Abobo, le campement forestier à Adjamé et la clôture du parc en construction à Yopouandokwa du côté de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Au cours de cette visite, il a touché du doigt les problèmes à la canalisation des eaux usées en amont du parc et l'installation anarchique des populations situées à la périphérie. Vous voyez en face de Banco, la forêt, vers la Maca, à gauche, vous voyez les cités qui sortent là. Le gouvernement a pris la décision de faire les logements sociaux. Quand on a commencé, sans aucune raison, il n'y avait plus d'eau à Abidjan. Parce que la pression des hommes sur le sol et tout ce qu'on fait comme activité, ça tarit les nappes phréatiques. Vous voyez la relation entre une occupation ordinaire et puis notre vie de tous les jours. Donc le gouvernement a dû revoir pour reclasser la forêt dans des lieux pour éviter les problèmes. Donc, les gens ne le perçoivent pas, mais c'est notre vie de tous les jours qui est menacée. Donc, ce n'est pas seulement une question de nature, non. C'est notre vie de tous les jours, c'est les générations qui sont menacées. Ayant pris note des nombreuses difficultés auxquelles fait face le parc national du Banco, le préfet Vincent Toby a invité chacune des parties à faire des propositions concrètes pour la mise en place d'un plan d'urgence. Objectif, sauver ce patrimoine forestier. Je vous annonçais dans les titres cette importante saisie par la police des stupéfiants et des drogues de 4,5 tonnes de cannabis, cette drogue dure, et de 40 tonnes de médicaments de qualité inférieure et aux effets secondaires désastreux. La prise est évaluée à près d'1,6 milliard de francs CFA. Les détails de cette affaire par Abou Sanogo. Ce gros camion vient du Ghana. À son bord étaient dissimulés 4 tonnes 357 kg 95 grammes de cannabis. La valeur marchande de cette drogue est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. Elle devait transiter par la Côte d'Ivoire pour rallier des pays voisins. Ce camion a été stoppé net dans son élan par les hommes de la direction de la police des stupéfiants et des drogues de la police nationale. Vous voyez ce camion, apparemment il est vide. Mais quand vous regardez, vous voyez qu'il y a un fond. De loin déjà, vous voyez des boulons. Et donc, c'est ça le mode opératoire. Ce camion vient de la Guinée. Il rentre par le Ghana, via le Burkina. Et au retour, il change d'itinéraire. Il sort par Noé, il traverse la Côte d'Ivoire et il retourne au Mali. Outre cette saisie importante, 40 tonnes de médicaments de qualité inférieure d'une valeur de près d'1,6 milliard de francs CFA ont été mises hors d'état de nuire. Ces faux médicaments ont été découverts dans des camions de ramassage d'ordures. Ces présumés auteurs sévissent entre 2h et 5h du matin. Notre chef d'antenne d'Abengourou l'a repéré au niveau du paysage à Abengourou et nous a donné l'itinéraire. Et donc nous avons attendu, dès que le camion est arrivé côté Agnama, d'autres, nous l'avons saisi. On avait à peu près plus de 40 tonnes. Et le convoyeur, avec les documents en sa possession, effectivement, c'est des médicaments contrefaits. 8 personnes ont été déférées devant les tribunaux pour répondre de leurs actes.
Par ailleurs, les autorités de la police nationale exhortent les populations à la collaboration. Et parlant de justice, à Yamoussoukro, après les modifications apportées en juin dernier au Code pénal ivoirien, les organes de poursuite pénale découvrent les innovations du nouveau texte à l'occasion d'une formation sur une meilleure fluidité de la chaîne pénale. 80 officiers de la police judiciaire, de la gendarmerie et de la police nationale participent à cette session. Kader Sogodogo. Bien définir les infractions et en établir le régime juridique applicable à chacune d'elles. Une vision qui a guidé le 21 décembre 2018 et 26 juin 2019 la politique de réforme du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le Code de procédure pénale comporte des nouveautés. Le Code pénal également, conformément aux engagements internationaux. Des infractions mineures font désormais objet d'une dépénalisation. On peut citer le vagabondage, la mendicité, la célébration de mariages religieux avant le mariage civil. Le viol et les violences faites aux femmes sont définis de façon plus claire. Les crimes internationaux, génocide, crimes contre l'humanité et les crimes de guerre font l'objet d'une lutte engagée en conformité avec le statut de Rome. Des nouveautés expliquées aux officiers de police judiciaire OPJ issus des rangs de la police et de la gendarmerie. Ici, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme est à la manœuvre. Au titre des innovations, nous pouvons nous satisfaire de la dépénalisation de certaines infractions, mineures ou souvent dépassées, des alternatives aux mesures de détention, de l'incorporation plus renforcée des crimes internationaux, de la responsabilité des personnes morales et de l'érection de nouvelles infractions. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire est en bonne place. Ce séminaire devrait nous permettre de mieux nous approprier notre rôle dans la phase d'instruction et de comprendre l'autonomie de la police judiciaire et à l'égard du ministère public afin de garantir le principe d'égalité et le respect des droits de la victime. Cette formation des organes de poursuite pénale sur les innovations du Code pénal ivoirien bénéficie du soutien du PNUD et de Peace Building. Elle se fera en 2 sessions. Et toujours à Yamoussoukro, la chefferie traditionnelle de Ngokro a reçu la visite de la direction exécutive du RHDP, le RHDP qui convoite la ville natale du père fondateur pour l'installation de son siège. Le compte-rendu de cette rencontre par Kader Sogodogo. Ngokro, siège de la chefferie traditionnelle Akoué, dont est issu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle. La direction exécutive du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en séminaire politique à Yamoussoukro, vient présenter ses civilités aux garants de la tradition. Au nom du président du directoire, Amadou Koulibaly, au nom du vice-président Kablan Denkan, au nom du président du parti, président de la République, Ala Issa, le président Alassane Ouattara, vous saluer en leur nom et vous dire merci de nous recevoir. Dans les échanges, la chefferie Akoué a remercié le président de la République Alassane Ouattara et le RHDP pour toutes les actions menées pour honorer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. L'oufouettisme mis en avant pour la cohésion sociale et le développement de la Côte d'Ivoire amène la chefferie à offrir les terres de Yamoussoukro afin que soit construit le siège du RHDP. Une rencontre qui s'est achevée par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny avec des prières. Le séminaire des coordonnateurs régionaux et associés du RHDP a duré 48 heures. Il a été sanctionné par des engagements forts dont le e-militant qui consiste à recenser les militants de ce parti. Une action pour la paix, le prix Péléforo Bankoulibaly existe depuis 2014. Il rend hommage au patriarche disparu connu pour ses actions en faveur de la paix et cette année, ce prix sera décerné le 22 novembre 2019 par la Fédération des ONG de développement en Côte d'Ivoire, une structure organisatrice de cet événement qui célèbre la paix.
Dans l'actualité à l'international, en Espagne, une décision de justice est jugée sévère. Le tribunal suprême espagnol a condamné ce lundi 9 des 12 Catalans jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017 à des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour sédition et détournement de fonds publics. Une décision sans précédent qui a provoqué la colère de la population. Des milliers de Catalans sont descendus dans les rues ce lundi et des heurts ont éclaté à l'aéroport de Barcelone. Voilà, on a fait le tour de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI 1.